tranquille, essaie de tenir. Donc, en effet, après ce beau constat de fait comment dire, du débat qui nous concerne aujourd'hui, nous allons nous permettre un temps d'arrêt philosophique pour revenir à la question essentielle des concepts et des sens et du sens des mots, en nous demandant qu'est-ce que l'attention. Ce temps philosophique sera composé de 2 interventions complémentaires. Et la première sera donc animée par monsieur Michel Puech, qui est maître de conférence en philosophie à Sorbonne Université, spécialiste de philosophie du numérique, des technologies et des sciences. Il intervient notamment au sein du Master Conseil éditorial. Il a un cursus hybride qui va être avantageux pour nous aujourd'hui pour réfléchir entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. Il va nous aider aujourd'hui à nous questionner sur une problématisation philosophique de la guerre de l'attention. Et il va nous permettre de penser comment passer du concept de guerre à celui de résistance. Je vous laisse la parole. Merci. Je vais faire ça. Une problématisation, je ne sais pas si mon micro est on. Oui, vous l'entendez? Ok, très bien. De la guerre de l'attention en 15 minutes, et normalement on en discutera. Le but c'est peut-être ce que vous évoquiez comme double point d'entrée, c'est de montrer ce qu'une réflexion philosophique peut apporter à des acteurs de terrain. C'est ce que j'essaie de faire dans la vie. Et donc on va progresser en parlant un peu quand même, début très philo, de la notion d'attention, puis du marché de l'attention, puis de la guerre de l'attention. Comme vous avez très bien compris, de la guerre, comme c'est moche, la guerre de l'attention, on va passer à une stratégie de résistance. Et enfin, parler de la conduite à tenir, en 3 points, 3 axes stratégiques. Et conduite à tenir, en grec ancien, ça se dit ethos, ça se prononce comme ça, et c'est le mot qui est à la base de éthique. L'éthique, c'est la théorie de la conduite à tenir, pour avoir une communication éthique. Commençons par la notion d'attention. Ça désigne, donc, ce que j'essaie de faire là, c'est revenir à un fondamental philosophique, parce qu'en fait, dans certains cas, les fondamentaux philosophiques renvoient tout de suite aux problèmes intéressants. C'est le cas pour la notion d'attention. L'attention, c'est, vous imaginez, je ne fais pas évidemment des définitions psychologiques très techniques, très compliquées, mais globalement, c'est ce qui détermine ce qui rentre. Donc, dans le vocabulaire de jeunes, on dirait c'est les inputs, les data qui rentrent, ce à quoi je fais attention, ce qui retient mon attention, capte mon attention, comme vous avez dit Mathilde, s'impose ou est imposé à mon attention. C'est ce qui va me constituer, comme le puzzle de mon image. Et dans cette idée des choses qui rentrent dans nous et qui nous fabriquent, l'attention introduit des paramètres très intéressants, donc des notions à creuser, je ne vais pas le faire. La notion de saillance. La saillance, c'est ce qui fait relief, ce qui retient, capte mon attention, qui fait que non seulement ça va rentrer, mais ça ne va pas rentrer par une oreille et sortir par l'autre, comme on dit, ça va faire quelque chose entre les deux. Essayer de faire relief, c'est ce que tout le monde essaie de faire, mais il n'y a pas du tout que ça. Il y a ensuite la pertinence. C'est très difficile d'analyser la notion de pertinence. Qu'est-ce qui est pertinent? Et déjà, que veut dire pertinent? Qu'est-ce qu'une information pertinente? Dans le contexte de l'IA, par exemple, le problème, c'est que le système ou l'opérateur humain est accès à l'information pertinente. Mais l'information pertinente, elle dépend énormément de choses, et notamment du contexte. Donc la pertinence, c'est quelque chose qui demande, étape suivante, la compréhension. Ça, les philosophes, ils réfléchissent depuis très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire, la compréhension? Qu'est-ce que ça veut dire, comprendre? Ça veut dire avoir un rapport avec la totalité, avoir potentiellement tout dans son champ de conscience, mais savoir concentrer la conscience sur ce qui est saillant, parce que c'est pertinent, être capable de le comprendre, et surtout de l'intégrer. Intégrer, ça nous ramène à la base, c'est-à-dire ce qui va faire partie de nous. Retenir mon attention, ça va. Que je trouve que c'est pertinent et que je comprenne, c'est déjà
moins évident, mais que j'en fasse quelque chose. Cette expression un peu familière, elle est pas mal. Qu'est-ce que tu vas en faire? J'en fais quelque chose. Ben, parfois, avec les choses les plus stupides, les jeux vidéo, les bavardages entre potes, on en fait quelque chose, ou pas. Et on peut se demander ce qu'on en fait, c'est-à-dire comment on l'intègre. Intégrer, ça veut dire, integer, ça veut dire en anglais comme en latin, entier. Comment on se fabrique comme quelqu'un de entier, intègre, en intégrant des choses qui font partie de nous. Et tout à l'heure, vous allez voir, on va parler de virus, de choses comme ça. Il y a des choses pas bien qui peuvent vouloir faire partir de nous. Et je termine ce bref parcours sur les fondamentaux par l'idée qu'il y a deux dimensions dans nos minds, en anglais, nos mentaux, nos esprits. La dimension fonctionnelle et la dimension émotionnelle. La caractéristique de l'homme, c'est pas qu'il a les deux, c'est l'interaction entre les deux. C'est ça les humains. Donc dans l'attention, il n'y a pas juste une porte d'entrée qui est ouverte ou fermée. Il y a derrière la porte, l'humain il est derrière la porte d'entrée. On peut forcer la porte, mais l'intérêt c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Et derrière il y a ces mécanismes fonctionnels et aussi émotionnels qui font ce qu'on appelle le sens et la valeur chez les humains. Bon. Ça veut dire, ce que je viens de dire veut dire que la notion d'attention est éthique. C'est une notion éthique et pas une notion de psychologie. Pourquoi? Parce qu'elle détermine le contenu de la conscience de la personne. On va même dire le contenu de la personne, on va même dire la personne, et on va même dire son identité. L'attention détermine ce qu'est une personne. Donc on pourrait dire ça, chacun de nous est quelque chose qui intègre, au sens d'une intégrale, en maths, tous les points d'attention. Nous sommes l'intégrale de tous les points d'attention que nous avons eus avant. Donc à un moment de ma vie, bon, la personne que je connais le mieux c'est moi, donc je vais m'exhiber un peu, j'ai porté de l'attention à Proust ou à des gens avec qui j'ai fait des randonnées. Ben, ce que je suis aujourd'hui est une intégrale issue de tous ces points d'attention qui ont été intégrés, mais comme une espèce de résultante, à mon identité. Et là, on est sur le cœur de l'éthique, depuis l'Antiquité. Le soin de soi. Je n'ai pas dit au début, j'aurais dû dire, excusez-moi. Cette présentation, vous l'aurez sur mon site intégralement demain ou ce soir, donc vous pourrez la regarder. Vous aurez les références aussi. Le soin de soi, c'est ça l'éthique. Nous, les humains, nous nous construisons nous-mêmes. Et la vie consciente, la vie examinée, disait Socrate, là, ami philosophe, la vie éthique, c'est de prendre soin de sa construction de soi par soi. On va abrévier en soin de soi. C'est ça qui fait qu'on est une personne humaine, sinon on n'est pas une personne humaine, et aussi 7 personnes humaines. On est toujours en lien, j'espère que je n'ai pas perdu le fil, avec l'attention. L'attention, c'est ce qui va me constituer. C'est la porte d'entrée des choses qui vont me constituer. Et donc, à l'attention, il faut faire attention. Vous voyez le titre du livre de Frankfurt, qui est le philosophe de référence pour moi là-dessus. Importance of what we care about. Ça veut dire, il faut faire attention à quoi on fait attention. Et cette métacapacité, c'est typique de l'intelligence humaine. Faire attention, une IA en est capable, un animal en est capable. Mais faire attention à ce à quoi on fait attention, ça c'est le niveau de l'éthique. C'est le niveau proprement humain. Je ne dis pas que d'autres choses en sont incapables, mais c'est sûr que les humains peuvent en devenir capables. Et appelons ça de la vigilance. On est complètement dans l'éthique là, et dans l'éthique de la communication. La vigilance mentale qui fait que, étant donné que ce qu'on fabrique à travers ces points d'attention, c'est soi, eh bien il faut faire attention. Il faut faire attention à ce à quoi on accorde son attention. C'est le cœur de l'éthique que je vais vous suggérer. Et elle est complètement liée aux soins de soi dans toutes ses acceptions fondamentales, occidentales chez les stoïciens et non occidentales chez les bouddhistes. Passons de ça au marché de l'attention. Ça commence à se dégrader. Alors, pas forcément beaucoup. Parce que je vais partir sans aucun jugement, ni positif ni négatif, d'un fait. On est dans des économies de marché. Quelques pays où il y a autre chose, ils seront très contents si vous voulez y aller, allez-y, pas de problème, mais globalement, tous les gens veulent venir dans les pays où il y a une économie de marché. Avec un pluriel, un marché. Il y a plusieurs marchés. Un marché des données, c'est vraiment un marché de la communication, pas seulement un marché comme ça.
plein d'autres, et j'ai mis une image bête et méchante du marché, avec un bras de fer. Un bras de fer, c'est la guerre. C'est un combat, c'est une opposition. Bête et méchante, ça veut dire méchante, parce que c'est la guerre, l'opposition, et bête, un peu bête. On peut faire ça une fois de temps en temps, un bras de fer, mais on ne peut pas passer sa vie à ça. On ne peut pas passer sa vie à la confrontation. Et on ne peut pas concevoir le marché comme une zone de confrontation. Donc, essayons de dépasser cette image. Mon but, c'est de mettre une image bête et d'avoir envie de la dépasser. La dépasser, ça va commencer par vouloir dire, le marché, c'est un lieu, donc fait de l'économie de base, sur laquelle il y a des échanges, et on dit ça vient de l'anglais, on porte au marché, on amène au marché une offre. Tout le monde amène une offre au marché. Entreprises, organisations, politiciens, artistes, idéologies. Il y a une offre de marché des idéologies, qui est un vrai problème aujourd'hui. Et sur le marché, il faut attirer l'attention. Attirer l'attention des consommateurs, des électeurs, des médias, etc. Donc le marché de l'attention, il arrive petit à petit à la guerre de l'attention. Mais entre les deux, il y a une étape importante. C'est l'étape de l'abondance et du numérique. Donc je vais mettre dans un même paquet, un même concept, une même caractéristique de la modernité, l'abondance des mises sur le marché qui est due au numérique. J'ai dit tout à l'heure, il y a par exemple une offre des idéologies. Peut-être qu'il y a une offre de musique aussi, voilà, pour des choses différentes. Mais c'est grâce au numérique qu'il y a cette offre. C'est grâce aux réseaux sociaux, aux boutiques en ligne, aux forums, etc., qu'il y a une offre abondante, surabondante. Donc depuis les années 50, on a une théorie de l'abondance en économie, et aujourd'hui, on est dans l'abondance numérique. Et elle se traduit par un facteur économique qui change tout, en fait. C'est que déployer une offre dans le monde de l'abondance numérique, ça coûte à peu près rien. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent. Les offres, ça coûtait. Il y avait quelque chose qui était important qui s'appelait l'investissement, qui faisait fonctionner l'arrière-plan financier des marchés. Aujourd'hui, ça existe toujours, mais il y a un élément factuel complètement différent. C'est le contexte d'abondance et de coût zéro, comme coût d'accès, qui produit pas seulement de la concurrence, marché égale concurrence, mais marché d'abondance et même de surabondance, et même de coût d'accès égale zéro, égale concurrence exacerbée. Et c'est exacerbé, l'exacerbation de la concurrence dans le numérique, c'est exactement ça qui se passe, qui va produire la guerre de l'attention. Donc un mécanisme de marché, mais quand même assez particulier. Et venons-en à la guerre de l'attention. Donc la guerre de l'attention, notre sujet, ça s'explique par ce qui précède. Et je vais poser une seule question, pourquoi c'est mal? Et je vais donner une réponse. C'est mal, premièrement, parce que ça nivelle par le bas. Alors, il y a une référence dans la théorie de la communication, c'est l'ouvrage dont je donne la référence, là, qui est de 2006, où on dit en anglais la forme et le fond, substance and style, mais ça marche très bien en français. La forme l'emporte sur le fond. Et ça, c'est un universel humain. Donc, comme les guerres peuvent s'expliquer par des universels, des universaux, si vous voulez, humains, la guerre de l'attention s'explique par cet universel humain-là. Je vous mets un lien vers Wikipédia si vous voulez le documenter. C'est que dans les capacités d'attention de l'humain, on appelle ça la théorie du double circuit, enfin il y a plein de façons du double process ou quelque chose comme ça. Il y a un circuit court, rapide, émotionnel, où notre attention est immédiatement attirée par un bruit, un danger, ou des choses plutôt positives, par exemple la nudité, le rire, des choses comme ça. Et ensuite, il y a un circuit long, où on réfléchit. Pourquoi j'ai regardé ça? Parce qu'il y avait une fille déshabillée dessus. Bon, c'est quand même stupide, j'arrête de regarder ça. Pourquoi j'ai tourné la tête? Parce que les gens criaient, et que c'est des jeunes qui s'amusent, c'est pas la peine de tourner la tête. Mais peut-être, dans une autre circonstance, ça peut être important de repérer quelque chose. Donc on a ce circuit court, automatique, qui déclenche tout de suite, et évidemment, nos amis, en fait c'est nos ennemis, les communicants, en profitent. Ça. Et ensuite, on a un circuit réflexif. Bon, tout le monde, même si on n'y a pas réfléchi, est conscient de ça. Et quand on est en guerre de l'attention, ben évidemment, on mise sur le circuit court, sur une sorte de racolage attentionnel. Tout le monde en est conscient, parce que ça marche.
On fait ça parce que ça marche. Mais ce n'est pas ma question. Ma question, c'est pourquoi c'est mal. Alors, ma réponse, c'est Cyril Hanouna. Le principe est Cyril Hanouna. Donc c'est une couverture de Charlie, hein, c'est pas moi qui dessine comme ça. Je finis par Cyril Hanouna, mais je commence par Heidegger quand même. Dans Heidegger, il y a une notion très intéressante, la déréliction en français. C'est une bonne notion quand même en français. Peu importe le mot qu'on va utiliser. Ça veut dire une espèce de perte de valeur systématique qui caractérise la modernité et qu'il faut comprendre et dépasser. Et on peut la formuler dans l'attention à partir de la diapo précédente. C'est le même phénomène. C'est la perte du contenu. Il n'y a rien dedans. Je prends 2 exemples très classiques. Un magazine qui fait un numéro spécial. Par exemple, Delphine a cité celui sur l'attention, par exemple. Je ne connais pas, je n'ai pas lu le point. Mais avant, je me suis parfois fait avoir par des magazines. Et j'espère que ça vous est arrivé. Ah, un numéro sur l'attention, super, on fait un truc sur l'attention, ou je ne sais pas quoi, quelle nouvelle voiture acheter, ou pourquoi passer à Linux, ou ce que vous voulez. Vous achetez, vous lisez, puis à la fin, ou l'immobilier, voilà, comment acheter un appartement grand et beau à Paris pour pas cher. Vous achetez. Et après, vous trouvez que dedans, il n'y a rien. Il n'y a rien. Souvent, un bon test, c'est de dire, si j'avais dit ce que j'en pensais avant de lire ça, qu'est-ce que j'aurais dit? Et maintenant que je l'ai lu, est-ce que je dis quelque chose de différent? Souvent, non, parce que juste, il n'y a rien. Le vide. Et on rachète des magazines comme ça. On regarde à la télé. Non, ce soir, il faut que je regarde. Il y a un truc, mais en fait, il n'y a rien. Après, ils n'ont rien dit pendant le débat, on n'a rien appris. Vide de contenu. Et le contenu est vide parce qu'il est méprisé. Et il y a une sorte de perversité, un effet pervers, et c'est pour ça que c'est mal, de la guerre de l'attention. C'est le mépris quasiment volontaire du contenu. Peut-être un faux 2e degré. On fait comme si on faisait exprès d'être nul. C'est pas vrai, on est nul. Et comme on est nul, il y a une façon de faire que ça marche, c'est de faire comme si on faisait exprès d'être nul, vulgaire, etc. Vous voyez, vous reconnaissez Cyril Hanouna. On est arrivé à Cyril Hanouna. Et je pense que j'ai bien expliqué pourquoi c'est mal. La guerre de l'attention, pourquoi c'est mal? Parce que c'est Cyril Hanouna qui gagne. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas la faire. À mon avis, évidemment, je prends une position engagée. Il ne faut pas faire la guerre de l'attention. Parce que c'est ce qui relève du concept de jeu de con. C'est-à-dire, c'est le plus con qui gagne. En l'occurrence, c'est Cyril Hanouna. Si on veut faire de la guerre de l'attention, ce qui va gagner, c'est ça. C'est des femmes à poil partout, de la violence partout, des Cyril Hanouna partout. Donc, ne rentrons pas dans ce combat-là. Utiliser des images venues des arts martiaux. Ne rentrons pas dans ce combat. Résistons. Mais résistons à l'entrée dans le combat. Il y a une bonne idée plus subtile de la résistance. C'est la résistance au combat. Ne pas accepter le combat. Il faut être 2 pour se battre. On peut ne pas entrer dans la guerre de l'attention. Je suggérerais de faire ça. Et ça donne une éthique du rapport avec les technologies et la communication ordinaire. Et c'est ce que dit Sénèque. Un texte génial de Sénèque, c'est un philosophe stoïcien de l'Antiquité. Il y a des lettres de Sénèque à quelqu'un qui lui demande comment faire pour être sage. Et Sénèque répond, première lettre, occupe-toi de récupérer ton temps. La chose qui a de la valeur et que tout le monde se laisse voler, c'est son temps. Et si tu te mets à vouloir récupérer ton temps, eh bien tu deviendras sage. Et après, le reste sera un peu accessoire. D'après mes premières diapos, vous voyez ce que ça veut dire? Ça veut dire récupérer sa conscience, son mental, le maîtriser. Et les vertus de ça, complètement stoïcien, c'est la sobriété. Sobriété de l'information ou sobriété tout court. Sobriété, ça veut dire pas avoir peu de besoins. Avoir peu de besoins, c'est la frugalité. Et se complaire de manière un peu hypocrite dans avoir peu de besoins, c'est une sorte de masochisme qu'on peut appeler l'ascétisme. C'est pas ça la sobriété. La sobriété, c'est connaître ses besoins. C'est le problème qu'on a. Combien d'argent on veut? Combien de pouvoir on veut? Combien de notoriété on veut? Il faut connaître ses besoins. Sinon, on rentre dans un dépassement qui produit un affrontement, et c'est ça la guerre de l'attention. C'est la volonté de croissance illimitée qui n'a aucun sens. L'intérêt de la résistance, c'est le contraire. C'est de dire que ne pas y entrer, ça a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur aujourd'hui? C'est ne pas savoir qui est Cyril Hanouna. Bravo. S'il y a quelqu'un qui ne sait pas qui est Cyril Hanouna, bravo. Moi, je sais qui c'est, mais j'ai jamais regardé 1 minute de Cyril Hanouna, et j'en suis fier. Et les 3 affreux qui y a en bas, qui sont aussi style Charlot, pas savoir qui c'est, pas s'intéresser à ce qu'ils disent, pas savoir quelle est la dernière énormité qu'a sorti Éric Zemmour.
Parce qu'il a fait exprès d'être nul, pour qu'on le répète. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, on le savait, mais on peut y faire attention. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, trois stratégies. Donc ça, c'est une projection d'Aïkido. Ce qui est écrit là, c'est Aïkido. Premier point, la non-violence. La guerre, on ne la fait pas. On ne répond pas aux agressions, on fait comme si elles n'existaient pas, et on retourne leur violence. On sort d'un système incroyablement infantile de vanité, de course à la notoriété, qui est le contraire de la maturité. C'est-à-dire, là je dirais, c'est pas la guerre de l'attention, c'est la guéguerre de l'attention. L'audimat, c'est pas une guerre, c'est une guéguerre pour des choses qui relèvent largement de la vanité, même si derrière il y a de la finance, j'en suis conscient. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est du substantiel, du contenu, avec un modèle de sagesse. Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français, ça fait énormément de temps qu'il a fait rien. Donc, en tant que philosophe spécialiste du zen et du bouddhisme, je l'admire. Il fait rien, et pas de disque, rien, il dit rien, pas d'article, il fait rien, et il est le préféré des Français. Alors que les politiciens et autres qui passent leur temps à essayer de se faire remarquer et d'attirer notre attention, il n'y en a pas un seul politicien qui est cité, vous avez le lien, dans cette étude du journal du dimanche. Donc on voit qui a tout faux et qui a tout bon. Et c'est très zen, il gagne la guerre sans combattre. Parce qu'il a quelque chose, parce qu'il est quelque chose. Pour les marques, ça correspond à de la valeur. Et quoi comme valeur? Le service. C'est pour ça que je prends certaines marques qui sont les préférées des Français. Si vous êtes dans le monde du marketing, vous les avez reconnues. Les marques préférées des Français, ce n'est pas celles qui font le plus de pubs. Elles n'ont pas forcément besoin d'en faire, d'ailleurs. C'est celles qui offrent le plus de services. Conclusion, troisième grande stratégie, les stratégies d'océan bleu, pour éviter la guerre de l'attention. Là, je parle pour les étudiants, si vous ne savez pas ce que c'est, ben vous regarderez. L'océan rouge, c'est là où il y a du sang. Du sang, S-A-N-G. Parce que les gens se battent et ça saigne. Et on voit très bien, j'ai parlé de la politique, des guerres de la notoriété, ça saigne. Ils se mordent les uns les autres en permanence. Et l'océan bleu, c'est là où il n'y a pas de sang, où les gens ne se mordent pas. Et la théorie de l'océan bleu, ça dit il faut aller nager et prospérer là où l'océan est bleu. Et quand l'océan est rouge, il ne faut pas y aller. Donc la guerre de l'attention, j'ai essayé de dire auparavant que c'est mal, et maintenant de dire qu'il ne faut pas y aller. Et une deuxième, il y a deux dimensions. Le dessin des poissons, qui est génial, est sur la deuxième dimension. Un océan bleu, c'est aussi un océan collaboratif. Parce que du moment qu'on arrête d'être en concurrence et de se battre, on peut collaborer. Et quand on collabore, même si on est petit et qu'on collabore, ben on peut chasser le gros poisson. On peut le virer pour qu'il rentre chez lui. Donc l'océan bleu, quand on ne fait pas de guerre de l'attention, on n'entre pas dans la guerre de l'attention, on crée une capacité collaborative dont le potentiel est ce que développe par exemple Internet. Je m'arrête, j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Je vous remercie de votre attention. Merci.